Nous savions que le monde ne serait plus le même. Je me souviens d'une phrase d'un texte hindou qui disait « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Je suppose que nous avons tous pensé cela, d'une manière ou d'une autre. Le témoin suivant et le professeur Hans Bethe est-il déjà arrivé? Je vais m'en assurer. Voulez-vous témoigner sous serment? Oui, je le veux. Hans Bethe, jurez-vous de dire ici la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ainsi, Dieu vous aide. Je le jure. Quand êtes-vous arrivé en Amérique, monsieur Bethe? En 1935, à peu près en même temps que Taylor, D'où veniez-vous? de Munich. J'ai séjourné peu de temps en Angleterre, puis j'ai enseigné ici la physique nucléaire jusqu'au moment de mon départ pour Los Alamos. Je vous en prie, monsieur Garrison. Vous dirigiez à Los Alamos le département des travaux théoriques? Jusqu'à la fin de la guerre, oui. Teller également. Oui. Votre collaboration fut-elle fructueuse? Non. Désastreuse. J'aime bien Edward Teller, mais il est impossible de collaborer avec lui. Ah? Edward est un garçon génial. Il a des idées étincelantes qu'il poursuit avec passion pour les abandonner ensuite. Puis il se met au piano pendant des nuits entières. Il joue des sonates jusqu'à que jaillissent de nouvelles idées tout aussi géniales. Et chaque fois, il voudrait qu'on partage son enthousiasme. Je ne dis pas cela pour le diminuer. C'est un génie. Mais il lui faut quelqu'un pour mettre de l'ordre dans ses idées. Nous avons dû, en fin de compte, renoncer à lui pour sauver le reste de l'équipe. Renoncer à lui? Qu'entendez-vous par là? Comme il ne s'intéressait qu'à la superbombe, nous l'avons laissé partir, bien qu'il nous fût indispensable. Qui a pris sa place? Klaus Fox. Entre Teller et Oppenheimer, il y eut de graves dissensions, n'est-ce pas? Ils avaient peu de sympathie l'un pour l'autre. Taylor reprochait à Oppenheimer de ne pas apprécier à leur juste valeur ses travaux remarquables. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'Oppenheimer avait la responsabilité du gigantesque laboratoire d'où allait sortir la bombe atomique. Vraiment, Edward avait tort. A-t-on travaillé au développement thermonucléaire à Los Alamos? Oui, Oppenheimer avait confié cette mission à plusieurs physiciens, entre autres à Taylor. Sur le plan professionnel, comment se passaient les choses avec le professeur Oppenheimer? Merveilleusement. C'était le seul homme capable de conduire Los Alamos. Le connaissez-vous bien? Nous sommes de vieux amis. Depuis 1929 à Göttingen. La réalisation d'un super programme était-elle possible dès la fin de la guerre? Certainement pas. Fermi était tout à fait de mon avis. Après l'essai d'Alamo-Gordo, aurait-on pu entamer un programme de grand style? Nous y avons pensé, mais en fait, nous n'étions pas prêts. Nous avons alors décidé d'en rester au stade des recherches, quitte à les intensifier progressivement. À en croire M. Teller, c'est seulement après Hiroshima que le super programme fut abandonné. Et cela en raison des scrupules moraux de plusieurs physiciens, dont le professeur Oppenheimer. Est-ce exact? Non. Les idées scientifiques n'étaient pas au point et nous ne disposions ni des conditions techniques ni du personnel pour les réaliser. Je ne nierai pas, cependant, qu'Hiroshima nous ait tous fortement secoués. Quel effet eut la bombe d'Hiroshima sur les physiciens de Los Alamos? Pendant des années, nous avions travaillé sans relâche, comme des forcenés. Nous n'avions pas eu le temps de penser aux conséquences. Hiroshima nous a brutalement plongés dans la réalité. Après ce massacre, nous étions lucides, et il nous était difficile de poursuivre notre travail sans être habités, nuit et jour, par la pensée de ces milliers de victimes. Avez-vous réagi? J'ai quitté Los Alamos pour aller enseigner la physique à Ithaca. Avec d'autres professeurs, j'ai adressé un avertissement au président des États-Unis. Dans la mesure de mes moyens, j'ai alerté l'opinion publique. Êtes-vous retourné à Los Alamos plus tard? Oui,
Au début de la guerre de Corée et jusqu'au moment où fut expérimentée la superbombe. Éprouviez-vous à l'époque des scrupules moraux en travaillant à la bombe à hydrogène? Oui, de violents scrupules. J'ai travaillé, mais je me demande encore si j'ai bien fait. Vous êtes cependant retourné à Los Alamos. J'étais arrivé à la conviction que si quelqu'un devait posséder cette arme effroyable, il valait mieux que ce fût nous. Mais en retournant à Los Alamos, j'avais le secret espoir qu'il ne sortirait jamais des laboratoires. À un moment donné, vous aviez accepté de prendre la direction du superprogramme. Est-il exact qu'après un entretien avec M. Oppenheimer, vous y avez renoncé? J'ai eu un entretien avec Oppenheimer le jour même où j'ai appris que les Russes possédaient la bombe atomique. Cette nouvelle m'avait bouleversé. Avant cet entretien avec Oppenheimer, vous aviez, paraît-il, promis à Teller que vous iriez à Los Alamos. J'étais fort indécis. D'une part, j'étais séduit par l'aspect scientifique de l'entreprise. Je mourais d'envie d'expérimenter les machines à calculer électroniques qu'on mettait à notre disposition. Des merveilles de technique. Mais d'un autre côté, j'étais profondément inquiet. Je sentais bien que la superbombe ne résoudrait pas nos problèmes. M. Oppenheimer s'est-il prononcé contre la superbombe? Il paraissait aussi indécis que moi. Je ne savais plus que penser. Avez-vous promis à Teller, après votre entretien avec Oppenheimer, que vous iriez à Los Alamos? Oui, Pourquoi êtes-vous revenu une fois de plus sur cette décision? j'ai discuté une nuit entière avec mes amis Weisskopf et Plassek, tous deux physiciens. Nous avons médité sur les perspectives d'une guerre menée au moyen de bombes à hydrogène. Même si nous sortions vainqueurs de cette hécatombe, il ne resterait rien de ce que nous aimons. Ce monde cassé ne serait plus notre monde. Décidément, il fallait proscrire cette arme. M. Oppenheimer a-t-il, par son influence, amené d'autres physiciens à s'opposer au programme? Non, Mais alors, pourquoi aurait-il communiqué aux responsables du programme le rapport secret du conseil scientifique? Oppenheimer? Pas du tout. C'était sur instruction du sénateur McMahon. Le sénateur McMahon? McMahon présidait la commission sénatoriale pour les questions atomiques. C'était le supporter le plus acharné de la superbombe. Croyez-vous que le retard dans la fabrication de la superbombe soit dû principalement à la réticence du professeur Oppenheimer? Non. En fait, la bombe à hydrogène n'entra dans le domaine des possibilités que grâce à une idée géniale de Teller. Selon M. Teller, cette idée géniale, vous auriez pu l'avoir, vous ou l'un de vos confrères, et cela depuis des années, si l'on avait entamé plus tôt la réalisation du programme. Allons donc. Ce n'est pas tous les jours que l'on découvre la théorie de la relativité. Savez-vous pourquoi M. Teller eut tant de mal à réunir des gens qualifiés? Pourquoi? D'abord à cause du malaise général. Ensuite à cause de Teller lui-même. C'est un merveilleux physicien, mais un détestable organisateur. Ses amis lui disaient « Très bien, Edward, tu procures les attractions, mais la revue, qui la mettra en scène ?» M. Oppenheimer a-t-il manifesté son opposition après la décision du président? Il a discuté les données techniques du problème, mais il s'est abstenu de tout commentaire sur l'opportunité politique de la superbombe. On ne pourrait en dire autant de votre serviteur. Quelle a été sur le plan de la sécurité son attitude à Los Alamos? Certains d'entre nous, moi notamment, lui avons reproché de se plier trop facilement aux directives du gouvernement. Vous êtes très lié avec M. Oppenheimer, n'est-ce pas? Oui, S'il était placé un jour devant un conflit qui l'amena à choisir entre vous et les États-Unis, à qui, selon vous, irait sa loyauté? il me sacrifierait sans aucun doute, mais j'espère qu'il n'aura jamais à faire ce choix. Je vous remercie, M. Bethe. Monsieur Rollander. Combien de temps Klaus Fuchs a-t-il travaillé dans votre département? 1 an et demi. A-t-il fait du bon travail? Excellent. Avez-vous jamais remarqué chez lui une attitude suspecte? Non.
Avez-vous jamais pensé qu'il peut constituer un risque pour la sécurité? Non. Il est prouvé cependant que Fuchs a transmis des informations aux Russes, n'est-ce pas? Oui. Puis-je vous demander où vous voulez en venir? Non, monsieur. C'est vous le témoin, pas moi. Lorsque M. Teller vous a offert la direction du superprogramme, lui avez-vous parlé de vos appointements? Oui. Taylor m'a fait une offre que j'ai trouvée insuffisante. Combien avez-vous demandé? 5 000 $ par mois. Teller a-t-il accepté? Oui. A-t-on d'autant plus d'exigence qu'on est Tennessee? Pour ma part, oui. Les bonnes idées se pêchèrent. La bonne table aussi. J'ai sous les yeux un article paru dans la revue Scientific American du début de l'année 1950. Dans cet article, vous écrivez: devons-nous exterminer les Russes par millions pour les convaincre de la primauté de la personne humaine? Si nous devions utiliser la bombe à hydrogène dans une guerre future, je me demande comment l'histoire nous jugerait. À supposer que nous en sortirons vainqueurs, l'histoire ne se souviendrait plus des idéaux pour lesquels nous aurions combattu, mais de la méthode que nous aurions appliquée pour les imposer. On comparerait cette méthode aux pratiques barbares de Gengis Khan. C'est bien vous qui avez écrit cela? Cela me paraît fort bien écrit et, en outre, fort raisonnable. L'article fut refusé sur le prétexte qu'il révélait des secrets militaires. Vous avez, je crois, écrit cet article peu de semaines après avoir signifié votre refus à Teller. C'est possible. Quelques mois plus tard, vous retourniez à Los Alamos pour collaborer à la superbombe. Ce que j'écris à cette époque-là, je le ratifierai volontiers. Votre opinion n'a donc pas changé? Non. Nous ne pourrions justifier le fait de posséder la bombe à hydrogène qu'à condition de mettre tout en œuvre pour empêcher son utilisation. Merci. Monsieur Bett. Si je vous ai bien compris, c'était une erreur, selon vous, de fabriquer la superbombe. C'est ma conviction. Mais alors, que fallait-il faire? Il fallait essayer d'aboutir à un accord international sur l'interdiction de fabriquer l'engin. Y avait-il à ce moment-là la moindre chance d'arriver à un tel accord? C'eût été plus facile que de faire face à la situation que nous sommes contraints d'accepter aujourd'hui. Que voulez-vous dire? Les deux blocs de puissance n'ont d'autre choix que de commettre un double suicide ou de débarrasser le monde de cette abomination. Encore des questions? Monsieur Teller nous a dit qu'une guerre atomique, fût-ce même une guerre totale, n'entraînerait pas nécessairement plus de souffrances que les guerres du passé. Qu'en pensez-vous? Que j'atteins de telles stupidités, j'en suis malade. Pardonnez-moi ma franchise. Je vous comprends parfaitement. La commission vous remercie d'être venu, monsieur Bette. Monsieur Grigg, s'il vous plaît. Monsieur Grigg, voulez-vous témoigner sous serment? Oui, mon nom est Griggs. David Tressel Griggs. David Tressel Griggs, voulez-vous jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, ainsi Dieu vous aide? Je le jure. Avez-vous demandé à témoigner? Je suis en service commandé. Je tiens à vous dire que c'est votre opinion personnelle qui nous intéresse. Bien sûr. Quel poste occupez-vous actuellement? Chef du service scientifique de la Air Force. Quelle est votre spécialité? La géophysique. L'interrogatoire peut commencer. Connaissez-vous l'attitude adoptée par M. Oppenheimer à l'égard de la superbombe? Oui. Nous avons pris connaissance de toutes ses expertises et de tous ses rapports. Que pensez-vous de son attitude? Après une enquête approfondie et de longues méditations, je suis arrivé à la conviction que des hommes de science éminents avaient monté une cabale contre la superbombe, que par tous les moyens, ils voulaient empêcher ou en retarder la réalisation. À la tête de cette cabale se trouvait M. Oppenheimer. Est-ce votre opinion, M. Griggs, ou la version plus ou moins officielle? C'est mon opinion personnelle, partagée du reste par M. Phil Letter, le ministre de la Force aérienne, et par le général Vandenberg, chef d'état-major de la Air Force. Sur quoi repose votre conviction? Au début, je ne pouvais pas m'expliquer le comportement de M. Oppenheimer et de ses amis. Un jour, j'en ai eu la clé. Racontez-nous cela.
En 1951 eut lieu une conférence stratégique appelée Vista Project. La discussion portait sur le point de savoir si, à l'avenir, il fallait donner la priorité à une flotte stratégique de bombardiers porteurs de bombes H ou au développement de la défense antiaérienne, des systèmes d'alerte, de fusées antiaériennes, etc. C'est-à-dire une espèce de ligne Maginot-électronique purement défensive et très coûteuse. La Air Force se prononça résolument pour les bombardiers porteurs de bombes à hydrogène. Et Oppenheimer? J'y viens. Un jour, alors que les positions n'étaient pas encore bien définies, et comme j'avais attaqué les partisans de la défense antiaérienne, M. Rabi inscrivit au tableau noir le mot Zork. Zork. Que veut dire Zork? Voulez-vous épeler ce mot? Z-O-R-C. Ce sont les initiales d'un groupe auquel appartient Zacharias, Oppenheimer, Rabi et Charlie Loritzen. Ils se faisaient les apôtres du désarmement mondial. Pourquoi Rabi a-t-il inscrit le mot Zork au tableau noir? Pour indiquer clairement à ses partisans quelle position ils devaient adopter. Monsieur Robb, puis-je poser une question au témoin? Vous aurez tout loisir de l'interroger plus tard. Comment la conférence a-t-elle tourné? Elle se termina sur l'adoption d'une note rédigée par Oppenheimer, qui rejetait la position de la Air Force. Avez-vous connaissance d'autres activités du groupe Zork? Parmi les hommes de science circulait une histoire selon laquelle M. Phil-Letter aurait dit au Pentagone « Quand nous aurons un nombre X de bombes à hydrogène, nous pourrons gouverner le monde. » Cela pour accréditer la légende qu'à la tête de la Air Force se trouvaient d'incorrigibles fauteurs de guerre. Avez-vous eu un entretien à ce sujet avec M. Oppenheimer? Oui. Un jour, je lui ai demandé s'il était à l'origine de cette histoire. Il m'a répondu qu'il avait entendu, mais il ne la prenait pas au sérieux. J'ai répliqué que, personnellement, je la prenais très au sérieux, parce qu'elle n'était qu'un tissu de calomnie. Monsieur Oppenheimer m'a répliqué « Mettez-vous en doute mon loyalisme ?» J'ai répondu oui. Comment a-t-il réagi? Il m'a traité de paranoïaque et a disparu. Après cela, j'ai compris pourquoi. À Princeton, M. Oppenheimer a soutenu le programme au point de vue technique, tout en boycottant le deuxième laboratoire que la Air Force réclamait et pour lequel nous disposions des capitaux nécessaires. J'ai compris aussi d'où venaient les entraves dont Taylor se plaignait si souvent. J'étais tout à fait fixé après avoir lu le rapport du FBI, qui révèle les sympathies communistes de l'intéressé. Pensez-vous qu'il y ait une relation entre les sympathies de gauche de M. Oppenheimer et son attitude devant la bombe à hydrogène? Certainement. Considérez-vous M. Oppenheimer comme un risque pour la sécurité? Je le considère comme un très grand risque. Merci, M. Griggs. Monsieur Marx? Monsieur Oppenheimer désire que nous renoncions à interroger Monsieur Griggs. Les membres de la commission ne considéreront pas cela comme un acquiescement. Y a-t-il des questions encore à poser à Monsieur Griggs? Monsieur Evans? Lorsque M. Rabi inscrivit le mot Zork au tableau noir, la chose ne passa pas inaperçue. Non, bien sûr. Il y eut plusieurs témoins. Et il pouvait lire clairement le mot Zork? Oui, Comment ont-ils réagi? diversement. Certains ont ri. Monsieur Griggs, si vous faisiez partie d'une cabale, auriez-vous l'idée d'inscrire au tableau noir le signe de ralliement de la conjuration? Ce ne serait pas malin. Je n'ai pas dit que c'était malin. En outre, je n'ai jamais fait partie d'une cabale. Moi non plus. Je préfère en toutes circonstances dire ouvertement aux intéressés ma manière de penser. L'un n'exclut pas l'autre. Il reste que Rabi a inscrit au tableau noir le mot Zork. Bien, vous l'avez déjà dit. Y a-t-il d'autres questions? Je vous remercie, Monsieur Griggs. On peut appeler le professeur Rabi. Je crois qu'il est déjà là. Je suppose que vous avez tous hâte de rentrer chez vous. Mon nom est Isadore Isaac Rabi. Oppenheimer a été plus prudent dans le choix de ses prénoms. Isadore Isaac Rabi. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, ainsi Dieu vous aide. Que Dieu m'aide. Je prête serment 3 fois par semaine. Monsieur Marx? Quelles sont actuellement vos occupations, Monsieur Rabi?
J'enseigne la physique à l'Université de Columbia. Voudriez-vous nous rappeler vos fonctions auprès du gouvernement? Volontiers. Si je puis me souvenir de toutes. Président du conseil scientifique, membre du comité chargé de conseiller le président en matière scientifique. Je siège aussi dans une série de commissions de recherche et de développement. Tout cela me prend un temps fou, 120 journées de travail par an. Vous seriez en droit de vous demander à quel moment j'enseigne la physique. Nous ne prendrons pas beaucoup de votre temps, monsieur le professeur. Pour Oppenheimer, mon temps n'est pas compté, car j'aurais pu me trouver à sa place. Mon opposition au programme d'urgence était plus évidente que la sienne. Pourquoi monsieur Oppenheimer était-il opposé au développement de la bombe à hydrogène? Parce que techniquement, c'était un gâchis. Ensuite, parce qu'il avait le sentiment que la superbombe, loin de renforcer notre position, risquait de l'affaiblir. Nous constatons aujourd'hui combien il voyait juste. On a parlé d'une cabale contre la superbombe. Une cabale dont Oppenheimer aurait été la tête. Et vous, l'un des conjurés. Je suppose que vous tenez cela du monsieur que je viens de croiser en entrant. Je pourrais vous raconter de bonnes histoires sur son compte. Ce qui nous intéresse en ce moment, ce sont les histoires que monsieur Griggs lui-même vient de nous raconter. Sérieusement? Vous souvenez-vous du Vista Project? Vista? Attendez. Oui, je me souviens. De quoi était-il question à cette conférence? De faire renoncer les stratèges de la Air Force à un projet stupide. Ils voulaient rassembler une flotte de bombardiers équipés de superbombes. Si nous avions écouté ces surhommes, nous aurions pris prétexte de la moindre crise dans les Balkans pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Une guerre à la superbombe. Mais quelle était la position d'Oppenheimer à cette conférence? Il estimait que nous devions être prêts à répliquer à toute menace, par des moyens conventionnels aussi bien que par les armes atomiques tactiques. Et même avec la superbombe, si nous étions attaqués. Pour cela, il fallait perfectionner nos systèmes de détection. C'était aussi mon avis. Et M. Griggs, il partageait sans doute le point de vue de l'Air Force. A-t-on jamais vu M. Griggs adopter un point de vue autre que celui de ses supérieurs? Que veut dire le mot Zork? Je l'ai appris par un article odieux paru dans la revue Fortune. Est-ce vous qui, lors de cette conférence, avez inscrit le mot Zork sur le tableau noir? Non, c'est Zacharias. Il a récolté un grand succès. Mais qui est Zacharias? Le conseiller scientifique de la marine, un physicien de toute première classe. Comment ont-ils réagi en voyant ce mot au tableau noir? Ils ont pouffé de rire et Griggs n'en menait pas large. Pourquoi M. Zacharias a-t-il fait cela? Parce que Griggs, au lieu d'apporter des arguments, cherchait à gêner ses adversaires. Il faisait lourdement allusion aux bêtises qu'il avait lues dans Fortune. Alors Zacharias s'est dirigé vers le tableau noir et a inscrit le mot Zork. Ce qui voulait dire, en d'autres termes, je suis l'un de ces traîtres à la solde des Russes. Fortune a employé le mot Zork? C'était une invention de son cru. Êtes-vous sûr que l'article a paru avant la conférence? Des semaines auparavant. Pourquoi le conseil scientifique était-il opposé à la création d'un second laboratoire? C'est la première fois que j'entends cela. Nous avons accordé un sérieux soutien à Livermore. Nous étions contre l'idée de concentrer le super programme dans un laboratoire de la Air Force qui n'existait que sur le papier, alors que Los Alamos était en pleine activité. Pourquoi tout bouleverser? Parce que la Air Force voulait à tout prix se débarrasser de l'armée et de la marine? Depuis combien de temps connaissez-vous M. Oppenheimer? Depuis 1928. J'ai étroitement coopéré avec lui pendant la guerre et jusqu'il y a peu de temps. Connaissez-vous le rapport du FBI sur M. Oppenheimer? Oui? Connaissez-vous la lettre qui contient les inculpations contre M. Oppenheimer? Oui, par les journaux. Ce n'était pas une lecture agréable. Jureriez-vous, d'après cela, que M. Oppenheimer est un risque pour la sécurité? Non, je le considère comme l'homme le plus loyal que je connaisse, y compris moi-même. Merci, M. Rabi. Monsieur Robb. Sous quelle forme avez-vous eu connaissance du rapport sur M. Oppenheimer? J'ai eu sous les yeux un extrait de 40 pages tiré d'un dossier volumineux que j'aurais pu également consulter, mais rien que ces 40 pages m'ont donné la nausée. Qu'est-ce qui vous a donné la nausée? Le procédé. Un des informateurs était un garçon de 9 ans.
Cela ne vous a pas surpris de lire que M. Oppenheimer, l'homme le plus loyal que vous connaissiez, a menti au service de sécurité à propos d'une suspicion très grave d'espionnage? À l'époque, j'ai été étonné. J'ai trouvé son attitude peu intelligente. Aujourd'hui, elle me surprend moins, sans que pour autant je l'approuve. Expliquez-nous cela. Depuis que j'ai vu des innocents poursuivis sur la foi de vagues soupçons, je comprends mieux qu'un homme ait voulu à tout prix épargner cela à un ami. Dans sa situation, auriez-vous fait la même chose? Dieu seul le sait. Je voudrais que vous me le disiez. Je ne crois pas que je l'aurais fait. Mais vous maintenez cependant qu'il est l'homme le plus loyal. Oui, car je connais Robert Oppenheimer depuis 25 ans. Et s'il existe aujourd'hui une physique américaine digne de son nom et qui fait envie à l'Europe, c'est grâce à Oppenheimer et à quelques autres physiciens de notre génération. Nous en sommes conscients, monsieur Rabi. Je voulais seulement savoir si, à votre avis, il est possible de concilier la notion de loyalisme avec le fait de mentir intentionnellement au service de sécurité. J'y ai répondu. Et Oppenheimer lui-même y a répondu en vous donnant la bombe atomique. Tout un arsenal de bombes atomiques. Que voulez-vous de plus? La Lune? Et comment est-il récompensé? Par cette chose à laquelle nous assistons? Cette chose humiliante? Ce n'est pas un procès, c'est une parodie. Merci, monsieur Rabi. Est-il exact, monsieur, que vous ayez versé de l'argent à un fonds de soutien pour la défense d'Oppenheimer? Oui. Et que lors d'une assemblée de l'Académie nationale des sciences, vous ayez proposé une résolution de sympathie pour Oppenheimer? Puisque le ministre de la Défense avait jugé bon, dans une réunion publique, de flétrir l'attitude d'Oppenheimer, j'ai estimé de mon côté qu'il était du devoir des hommes de science d'attirer l'attention du public sur les dangers d'une procédure comme celle-ci. Je vous remercie. De quel danger voulez-vous parler? Je suis très inquiet, et je crois que toute la communauté des hommes de science partage cette inquiétude quand je vois un homme mis en accusation pour avoir défendu courageusement une opinion courageuse. C'est le fondement même de notre mode de vie. Si un homme devait être condamné pour cela, nous n'aurions plus droit au titre de peuple libre. Car chacun de nous peut se trouver demain, ici, à la place de Robert Oppenheimer. Non, messieurs, pour rien au monde, je ne voudrais siéger à vos côtés. À votre avis, qu'aurais-je dû faire, monsieur Rabi? Exiger un acte d'accusation en bonne et due forme, fondé sur des actes et non sur des opinions gênantes. Car enfin, à ce compte-là, pourquoi ne suis-je pas moi-même au banc des accusés? J'espère que mes inquiétudes ne sont pas fondées. Enfin, je l'espère sincèrement. Vous n'ignorez pas, monsieur Rabi, que ceci n'est pas un tribunal et que par conséquent, nous ne rendrons pas de jugement. Mais votre verdict aura plus de poids que la décision d'un tribunal. La commission vous remercie d'être venu témoigner. L'audience est levée.